Bonsoir à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Vous êtes à votre rendez-vous dédié au cinéma et à l'audiovisuel et nous avons le plaisir de vous embarquer sur le tapis rouge pour échanger sur comment imposer durablement le cinéma ivoirien. Avec nos illustres invités, nous vous partagerons leur avis et suggestions sur le sujet. L'un est acteur, formateur et coach. L'autre, acteur, producteur et réalisateur. Freins, défis et propositions concrètes, tout sera passé au peigne fin pour votre plus grand plaisir. Je suis Armand Yédé et bienvenue dans Red Carpet. Alors mesdames, de retour sur le Red Carpet. Bonsoir Eman, tu es très bien habillée. Magnifique. J'essaie d'être à la hauteur de votre présence, mais aussi de la présence de nos invités. Et alors, ce thème, comment imposer durablement le cinéma ivoirien? Alors, nos différents invités sont à la fois réalisateurs, producteurs, acteurs et coachs. Ils nous diront. Il y a plusieurs secteurs d'activité, donc je me suis préparée pour eux. En tout cas, nous sommes convaincus qu'ils auront la latitude de nous partager toutes leurs connaissances sur ce sujet. Et avant tout, nous souhaitons rendre un vibrant hommage à cet illustre homme de culture qui nous a quittés, connu sous le nom de Roro, Robert Lévy, provincial ou provincial, selon Monsieur Éric Didia. Monsieur Éric Didia, vraiment, j'ai été triste en apprenant la nouvelle. Parce que déjà, c'était quelqu'un qui travaillait à la radio. Et les histoires de Roro, c'était déjà racontées au niveau de la radio. Et cette histoire, il a transmis cela à la télé. Donc, on était transportés tous les dimanches devant l'écran télé. Il racontait à chaque fois de belles histoires. J'ai eu très mal concernant sa mort parce que grâce à lui, j'apprenais quelques mots en lingala et tout ça. Moi, je ne veux pas penser à la mort parce qu'un artiste ne meurt pas. Un artiste ne meurt jamais. Et moi, quand je regarde son image pour garder la belle prestance, la belle présence de sa voix, j'entends juste par le regard de sa photo, Papa Mounene Naye. Donc, je préfère garder ça et vraiment, on l'entendra toujours. En tout cas, on en parle parce qu'il était le spécialiste de la voix off, des scénarios poignants, amateur de la rumba. Un grand hommage à cet auteur de L'Éternel insatisfait. Avant de plonger dans le cœur du débat, nous allons passer à notre prochaine rubrique, l'actu brûlante. Petit détour par l'actu chaude du moment. Voilà nos actualités brûlantes. Au-delà des illusions de Salif Koné, c'est en France actuellement si je ne me trompe. Déjà, félicitations à Salif Koné parce qu'il était d'abord web humoriste et acteur. Il a joué quand même dans Obatanga et pas que dans Teenager. Aujourd'hui, sa première réalisation, parce qu'il est à la fois acteur, scénariste et réalisateur dans Au-delà des illusions qui est passé en salle, c'est quand même à féliciter parce que pour un premier pas comme ça, plus de 1000 entrées, c'est à féliciter. Et Christelle? Je l'ai aussi précisé qu'il a eu un prix au FESPACO. Effectivement, oui. Alors Donc, il est à féliciter. C'est à féliciter. On va voir tout à l'heure la bande-annonce qui va nous permettre à nos téléspectateurs de comprendre un peu mieux ce passionnant film de ce jeune réalisateur. Il faut noter quand même qu'il a fait appel autant à des web humoristes, mais il a fait appel aussi à des professionnels du cinéma et nos invités pourront en parler tout à l'heure. L'odeur de la ville, c'est elle qui nous maintient en vie. Car elle recouvre l'odeur impure de nos âmes de pécheurs. Ton odeur de pauvre là! La trappe! Non, 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 non! Hé, moi, je suis pas t'aider! Où tu veux ça? Oublie le côté négatif. Regarde l'aspect positif. L'argent qu'on se fera. Le changement de statut social. Contrôler ou se faire contrôler. Je ne serais pas obligé de faire ce que je m'apprête à faire. Comme vous, ADR peut plus gâcher ici quoi. Quittez-la! On ne contrôle rien du tout.
Alors, très belle bande-annonce. On lui souhaite tout le succès. Alors, on va passer à notre prochaine actu brûlante. Sika Oakley. Priska se moque de moi. Elle dit que je ne prononce pas bien. Dites-moi, comment est-ce qu'on prononce? Il a bien prononcé, il a dit Cette fois, Oakley. j'ai bien Oui. prononcé Sika Oakley. Exactement. Alors, c'est en quoi? C'est en baoulé, ça signifie une grosse somme d'argent. Ah, d'accord. Exactement. C'est un produit pur de Andy Mello. Je tiens à signifier qu'aujourd'hui, je suis tellement fière d'Andy Mello parce qu'on a l'habitude de voir des films d'action qui réalisent, que ce soit National Security ou Frappe. Et là, Sika Oakley, c'est une histoire africaine en fait. Donc Andy Mello, je dois dire qu'il est très polyvalent. Parce que cette fois-ci, il essaie de vraiment nous impressionner comme toujours. Oui, quand même, surfer de série à long métrage. Félicitations. En tout cas, il faut aller le regarder et soutenir les productions, surtout celles qui mettent en avant notre culture locale. Après cette belle aventure racontée, nous allons passer à celle de notre émérite, Howell Brown, qui vient avec un projet audacieux. En tout cas, le titre fait peur. Dis-moi un peu. Sex, Love and Money. Ça parle d'un jeune qui travaille, qui est polyvalent, qui est ingénieur, mais en même temps qui travaille dans le trafic de drogue et addict au sexe. Il tombe amoureux d'une jeune fille du nom d'Angélique et il est confronté à une réalité. Soit il doit laisser son passé pour être dans une vie normale ou affronter ses démons. Je tenais à signifier que, au-delà des illusions de Salif Koné et Sex, Love and Money de Howell Brown se rejoignent sur le fait qu'il faut avoir la force de parler de la prolifération de la drogue en Côte d'Ivoire. C'était quelque chose qu'on voulait cacher, c'était quelque chose dont on avait peur d'en parler, mais on se rend compte que c'est une réalité. Les sujets tabous, il faut les traiter. Effectivement. Je vais renchérir à ce que Priska a dit, ça aura vraiment un impact parce que Howell, il s'est pas mal débrouillé en prenant des influenceurs, des Ah oui, il faut grands qu'on parle acteurs quand même comme un peu de la Ousmane distribution. Tu peux donner quelques noms? Diana Boli, Emmanuel Keïta. En tout cas, c'est vraiment Sex, Love and Money. Alors, on termine avec la Nissa. La Nice, c'est notre bijou. Ah oui, mais c'est copieusement pour ça qu'on critiqué. souffle, parce que on attend, c'est prévu pour, je crois, le 17 juillet 2025, si je ne me trompe. Oui, moi, Oui. j'ai pas envie d'être mauvaise langue, mais j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de changements concernant la Nissa. Par exemple, les films de court-métrage qui avaient été sélectionnés, on ne voit plus ça au Nissa. Oui, Qu'est-ce pour- qui s'est pour passé cette année, Exact. les courts-métrages. C'est vrai que le chargé de communication, ou du moins les différents chargés de communication de la NISA, ont tenté de donner une explication, mais il faut reconnaître que les cinéastes ne sont pas satisfaits. Pourquoi? Parce que les courts-métrages, c'est comme un exercice. Donc, si on annule cet exercice et qu'on laisse seulement que les longs-métrages et les documentaires, c'était comme si c'est un festival où c'est une nuit pour les aguerris. Dans tous les cas, tout à l'heure, on a deux invités qui vont pouvoir nous dire, peut-être, si on en parle tout à l'heure, ils partagent ton avis. Il faut noter que c'est quand même la nuit ivoirienne du cinéma. C'est une belle nuit. On n'a pas assez d'événements de ce type. Il faut qu'on y soit. Mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait plus de soutien pour notre nuit. Nos invités, certains parmi eux ont été célébrés les éditions précédentes. Ils vont pouvoir nous en parler, comme je le disais tout à l'heure. Et vraiment, la Nissa, on ne peut que souhaiter à la Nissa une belle réussite encore pour juin 2025. On va passer à notre prochaine étape et faire un focus sur nos invités. Et je vais permettre à mes chroniqueuses de pouvoir présenter nos deux invités. Alors, l'un des invités que j'ai l'honneur de vous présenter, il est de 75 et il est né à Abidjan. Il est rentré dans le milieu de la publicité et de la télévision en 2002. En 2006, il fait ses premiers pas dans la série Signature. Après Signature, on a Extrême Obsession. Après, on a Et si Dieu n'existait pas. Mais la série dont tout acteur rêve, pour lui, a été Brouteur.com. Et cette aventure a duré de 2011 à 2016. En 2011, il a sorti sa maison de production qu'on appelle Lully Grace. Alors, avec Lully Grace, il commence une première série. Le public ivoirien a répondu favorablement. Saison première, deuxième, troisième, quatrième. Mais à côté de ça, buzz. Ce n'est pas limité qu'au cours de la vie.
la série Buzz est sortie dans lors de la Lisa. Meilleure réalisation, meilleure série télé. Tu te dis, bon, s'il veut sortir un prochain, qu'est-ce qu'il va faire? Il sort les nounous. Il est le délégué principal de la Fédération des actrices et acteurs de cinéma de Côte d'Ivoire. Alors, belle présentation piquante et pertinente de notre premier invité. Alors, on va présenter le second invité par Christelle. L'invité du soir est une figure emblématique du cinéma. Né en 1973, issu d'une famille nombreuse de 16 enfants, il fait sa formation auprès de son mentor, Sidiki Bakaba, une formation du cinéma et du théâtre. Il enchaîne plusieurs rôles dans des séries télé et films tels que Les Trois Lascars, Triangle Noir ou encore Le futur est à nous. Il est nominé et remporte un prix en 2022 à la Nissa en tant que meilleur acteur masculin ivoirien. En 2020, il est nominé et remporte un prix au Sotigui Award en tant que meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest. Son rêve actuel est d'ouvrir un centre de formation. Recevez avec moi Monsieur Kane Maoula et Franck Léhy. C'est un grand plaisir d'avoir deux sommités telles que vous auprès de nous pour le Red Carpet, pour cette émission. Nous sommes heureux. Je pense que nos chroniqueuses aussi sont heureuses. Alors, brièvement, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelle est votre actualité, Monsieur Maoula Kane? Tant qu'on sait que le style est bien marqué, on ne voit pas bien les tatouages là sous cette tenue, mais il faut nous dire un peu. Déjà, moi, je me joins à vous pour rendre hommage à Eric Didia. Voilà, parce que moi, il m'a fait plaisir quand il était à une radio très connue, avec Kibibi et tout ça. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur en radio. Que Dieu l'accueille à sa bonne droite. Voilà. Et c'est un rôle de policier, police criminelle, voilà, pour un long métrage, policier infiltré et tout ça. Voilà. Alors ça sera passionnant, hein, surtout quand on sait que c'est Maoula qui campe le rôle. On s'attend à des merveilles, ça c'est certain, hein, mesdames. On espère que les gens vont aimer. Voilà. Alors, Réal, quelle est ton actualité, si tu peux me permettre? Alors, je suis en production actuellement pour une nouvelle série qui sera sur notre chaîne. Merci. 60 épisodes. Donc, on a commencé le tournage, ça fait à peu près 1 mois et demi. Et on espère finir très bientôt. Et puis après, on passera à Nounou 2. Ah, super. Ouais, Nounou 3. Voilà, on les enchaîne. D'accord, c'est parfait. En tout cas, encore une fois, merci d'être avec nous. On le sait, les métiers du cinéma en Côte d'Ivoire sont des métiers passionnants qui font rêver. Mais derrière le glamour, il y a une réalité souvent moins brillante. Précarité, manque de protection, de droits inexistants. Et pourtant, les talents se multiplient. Et l'industrie peine à s'imposer de façon pérenne et puissante. Donc face à ces difficultés, ces réalités, beaucoup se réinventent, se diversifient, mais aussi se révoltent et clament leur ras-le-bol pour une industrie mieux organisée. Alors pourquoi notre industrie peine à s'imposer? Freins, défis et propositions concrètes. Selon vous, quelles sont les difficultés qui empêchent aujourd'hui le cinéma de s'imposer? On n'a pas assez de professionnels du métier. Ces amoureux-là qui vont qui vont s'oublier. Qui vont s'oublier pour les acteurs. Quand je dis les acteurs, c'est les acteurs, interprètes, les techniciens, les maquilleurs et tout le monde. Qui ne vont pas penser à eux, à leur avenir de façon financière et tout ça. Qui vont penser à la matière elle-même, présenter un bon produit et faire en sorte que tous ceux qui ont fait en sorte que ce produit-là sorte soient à l'aise. C'est ça. Une fois, moi, j'ai dit qu'on a beaucoup d'imposteurs et honnêtement, je le pense. Au-delà de ça, on a dans le milieu des gens qui n'ont pas l'amour du prochain. J'arrête pas de dire ça souvent à beaucoup d'émissions. L'amour du prochain, il est important dans tout ce qu'on fait. Vous savez, vous pouvez payer quelqu'un
ce sur quoi vous êtes entendu sur une somme après qu'il ait fait un travail. Mais après, quand vous remarquez qu'il n'est pas bien, vous pouvez mettre la main à la poche pour lui donner. Ça n'a rien à voir. Voilà, l'amour du prochain. Donc, on ne va même pas sur ce cas-là quand vous avez des personnes qui ne donnent même pas ce qu'elles doivent donner. Alors, Réal, je me tourne vers vous. Pourquoi est-ce que ça marche, vous, de votre côté, les productions que vous faites? Pourquoi les acteurs donnent le meilleur d'eux-mêmes et vous permettent de réaliser la vision de ce que vous faites en allant dans la dynamique de ce que disait tout à l'heure Maoula? Alors, moi, j'applique un verset biblique qui dit que l'ouvrier a droit à son salaire. À partir du moment où quelqu'un est venu transpirer, à donner de son énergie, à donner de son savoir, à donner de ses capacités dans votre projet, il faut lui donner ce que vous lui avez promis. Ça s'arrête là. C'est la base. Parce qu'aujourd'hui, on sait que lorsque vous n'avez pas les moyens de produire, vous ne commencez pas une production. On ne commence pas une production en se disant, OK, pendant que je suis en train de produire, c'est là que les moyens vont venir. Non. On commence une production parce qu'on sait qu'avec un diffuseur, on s'est entendu sur 3 modalités, par exemple, de paiement. Et puis, on calque les différents paiements qu'on fait avec les acteurs sur les 3 modalités. Et quand, en cours de chemin, il y a un couac, il y a quelque chose qui ne va pas, on a l'honnêteté d'aller vers ces acteurs-là pour dire « Ah, attention, il y a quelque chose qui coince, mais dès que ça se décoince, on se voit. » Mais il faut effectivement tenir sa promesse. Parce que quand vous ne respectez pas cette promesse, quand vous ne respectez pas cette loi même qui est divine, le fait que des gens soient frustrés, soit dans leur coin, soit dans le remords, et respirent sur votre projet ne va pas loin. Même si vous avez envoyé les plus grandes stars, ça ne bouge pas. Parce que c'est spirituel, simplement. Il faut honorer sa parole. Ce que vous promettez, vous donnez. C'est pourquoi moi, je suis très simple dans mes castings. Quand je finis de faire mon casting et que je vous propose le rôle, j'ai l'honnêteté de vous dire ce que je suis capable de vous donner. Et si vous êtes d'accord, on y va. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Ça sera une prochaine fois. Vous voyez? Mais il faut pouvoir tenir ses engagements. Alors c'est très bien dit, mais alors au-delà de tout cela, quels sont les freins pour vous, en plus de ce que vous venez d'annoncer, quels sont les freins réels qui ralentissent donc notre industrie? Alors les freins réels, c'est déjà que les maisons de diffusion, donc les diffuseurs ne mettent pas forcément beaucoup de budget dans nos productions. On n'est pas accompagné par les banques parce que les institutions financières ne nous connaissent pas. C'est maintenant qu'on essaie de structurer le milieu pour se faire mieux connaître et puis pour montrer notre modèle, parce qu'on n'a pas un modèle classique. Si on doit nous financer ou on doit nous gérer comme on gère toutes les autres entreprises de la place, on se trompe, parce qu'on a un modèle particulier. Ce n'est pas un modèle où on fabrique la barre de glace et puis on la vend, et puis sur la vente, automatiquement, on se fait un bénéfice. Non, ce n'est pas comme ça, ça met du temps. Parce que par exemple, quand vous posez pour une chaîne, il y a un délai pendant lequel vous ne pouvez pas vendre. D'accord? Donc il y a un délai d'exclusivité parce que vous êtes coproducteur avec la chaîne. Mais ce délai d'exclusivité-là, parfois il est de 18 mois. Mais tous les prêts de banque fonctionnent dans un modèle qui est de 12 mois. Vous voyez? Et donc, c'est super difficile. Alors, regarde, 18 mois, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? 18 mois, ça veut dire que le coproducteur avec qui vous avez travaillé, donc la chaîne de télé, s'entend avec vous pour que pendant 18 mois, elle puisse avoir l'exclusivité du produit qui a été fait. C'est tout à fait légitime parce que après, ils envoient donc une certaine somme d'argent qui permet de produire. Vous également, vous envoyez votre part. Et ce produit-là doit pouvoir avoir une vie sur la chaîne. Et c'est quand ça finit d'avoir sa vie sur la chaîne que maintenant c'est vendu à d'autres chaînes. Alors, au fur et à mesure. Comme il a dit, moi je suis musulman, l'islam dit pareil. L'islam dit que quand quelqu'un a travaillé pour toi, quand il fait ça, avant que la goutte de sueur ne touche le sol, donne son argent. Tu vois, quand tu as la crainte de Dieu, que tu as l'amour du prochain, ce sur quoi vous êtes entendu, tu lui donnes. Et dans le milieu, pour ceux qui sont du milieu, ils savent. Il y a des gens qui ne donnent même pas. Quoi que vous soyez entendu sur un montant, ils ne donnent pas. Ils vont vous sortir des excuses fallacieuses.
Ils ne donnent pas. Est-ce parce qu'il n'y a pas assez de contrats bien rédigés? Parce que si le contrat dit qu'à 10 jours, vous devez être payé, vous avez la possibilité de vous tourner vers un recours juridique pour pouvoir agir, au-delà du fait que quelqu'un est de la bonne ou mauvaise foi. Ça, c'est une très belle question. Voyez-nous, par exemple, on est tellement gentils que finalement, on nous marche dessus. Parce qu'effectivement, il y a un contrat. Et il y a un contrat qui dit, qui prend fin tant. Comment j'ai encensé Vlehi? C'est pas parce que, bon, tant, lui et moi, tous les jours, on se voit, on chillait, garba. Non, pas du tout. C'est un fait. Et aucun acteur dira le contraire. Quand vous tournez pour lui, quand vous arrivez, le premier jour, c'est la moitié sur ce quoi vous êtes entendu. Et le dernier jour, pendant que vous êtes en train d'enlever la tenue de scène, on vous court après pour vous donner l'autre moitié. D'accord? Il y a eu des... Alors, je vous dis qu'il y a eu des situations où des acteurs ont été obligés de bloquer les caméras de réalisateurs. Certains ont voulu casser les gueules. Oui, c'est des choses qu'on n'ébruite pas. Et la justice et tout ça, on n'a pas envie. Sinon, effectivement, on est en droit. Même moi, il n'y a pas longtemps, facilement, je pouvais aller en justice pour des personnes alors que le contrat, la date était finie. On parle d'avenant, les gens ils te racontent des histoires. Au lieu que nous, on le fasse, il faut que l'institution soit notre gendarme. Je prends un exemple. On prend l'Office national du cinéma. Bon, j'ai tellement tapé sur leurs doigts que non. À un moment, je comprends que même eux-mêmes, ils sont un peu muselés. L'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire est notre gendarme. Qui dit que quand je contracte avec M. Vlehi, j'ai un exemplaire du contrat. L'Office a un exemplaire du contrat. Il a l'exemplaire du contrat. Qui dit que la date butoir, la date de tournage finit le 15, par exemple. Et quand on est au 15, c'est même pas moi. J'appelle l'Office pour dire que j'ai contracté avec M. Vlehi, Louis Grasse, et le 15, je prends un par exemple sur lui, il est bon. Je prends une autre personne. Et j'ai contracté avec un producteur, parmi ces malhonnêtes qui se connaissent là, et que on est au 15, j'ai pas perçu mon argent. C'est eux qui l'attrapent. C'est là que souvent on parle de l'État, qui prend juste un stylo qui dit que les brigands du milieu, il faut les jeter. Est-ce à dire que la tutelle est trop observatrice? La tutelle? Oui. La tutelle, oui. Elle fait rien. D'accord. Ah non, je vous explique. La tutelle, elle fait rien. Elle fait rien du tout. Elle fait rien avec, je ne sais pas s'il y a un R plus majuscule que R, elle fait rien. Nous, par exemple, chaque fois qu'on va tourner dans la commune du Plateau, on a l'impression qu'on a Plateau et puis on a Côte d'Ivoire. C'est des emmerdements, alors là, pas possible. On a une ministre aujourd'hui qui travaille. Moi j'aime ce qu'elle fait. On avait des ministres qui étaient là, on ne voyait pas. On disait, elle, la dame, elle travaille. Ce qu'elle nous demande, c'est qu'on soit ensemble parce qu'elle ne veut pas nous recevoir de façon individuelle. On n'arrive pas à faire ça, ce n'est pas grave. On va tourner au Plateau et il y a je pense que lui, on devait le mettre en prison. Si j'avais son visage, on lui enlevait sa tenue. D'un agent de la police municipale. Il nous dit, on lui dit qu'on a l'autorisation de tourner de l'Office national de Côte d'Ivoire. Il dit, je m'en fous du ministère de la Culture. Il a dit ça. Honnêtement? Oui, et ça j'interpelle même le maire du Plateau. Je ne sais pas comment ils font pour recruter les agents là-bas. Ça m'étonnerait que le maire dise ça aux agents, dise ça aux acteurs ivoiriens. Il dit, je m'en fous. Donc quand tu dis que tu t'en fous du ministère de la Culture, ça veut dire que tu t'en fous de la ministre de la Culture, tu t'en fous des institutions ivoiriennes. Toi, ça veut dire que le président même tu ne reconnais pas. Lui, il devait être en prison. Et là, le tournage qu'on est en train de faire, la production a payé 50 000 francs à l'Office national du cinéma et la production est obligée de payer 50 000 francs au district d'Abidjan pour tourner au Plateau. Donc ça veut dire que si on va à Koumassi, on paie 50 000 francs. Si on va à Dalo, on paie 50 000 francs. Donc partout, on va payer. Donc si l'autorisation ne sert à rien, on fait quoi? Et ça, c'est typique Plateau. On peut tourner partout, mais Plateau, c'est que des emmerdements. Alors, Bréal, un commentaire sur ce qu'il vient de dire. Est-ce que vous avez déjà vécu cela? Ah oui, malheureusement, vous arrivez, vous plantez votre caméra, vous avez votre autorisation de tournage, et puis il y a des gens qui disent non, eux ils vivent dans le quartier, donc vous ne pouvez pas tourner. Voilà, on vous empêche de tourner dans la rue. On vous empêche de tourner dans la rue parce que non, cette rue-là va à ma maison et dans vos plans, on risque de voir ma maison.
Donc, c'est de vraies difficultés. Comme il le dit, après, chaque commune commence à faire sa loi parce que c'est une vache à lait. Chaque fois qu'on voit une caméra, paf, il faut venir prendre de l'argent. Il y a un village qui est juste pas loin de moi, mais dès qu'on dépose la caméra dans ce village-là, un blocos, c'est 300 000. Ah non, c'est 300 000. Et je me rappelle très bien, je suis allé pour un tournage, mais avec mon papier, tout ça, ils ont dit négatif. Chez eux, à Blocos, c'est 300 000 qu'il faut payer. Alors, est-ce que ces différentes difficultés sont remontées à l'ONAPSI? Mais bien sûr. Ah non, ils savent tellement que finalement, quand ils dorment, ils font des cauchemars. Moi, j'ai envie de revenir sur un fait, parce que je découvre que le mal est très profond. Une question pour vous deux en même temps. Le Réal a expliqué en ce qui concerne les financements pour les chaînes télé, et c'est le producteur lui-même qui finance le film. À travers ce qu'il perçoit, il fixe un cachet qui n'est pas assez élevé pour l'acteur. Quelle est la place dans ce cas pour l'acteur? Parce que l'acteur, mine de rien, c'est vrai, le producteur, lui, il a investi dans son film, donc il va prendre sa part d'argent. Mais l'acteur, si on a fixé un tel tarif, après, si 3 mois il ne tourne pas, il reste, il chôme. À travers ce truc, qu'est-ce que vous avez prévu pour les acteurs en fait aussi? La place de l'acteur, Oui. alors on a le Burida avec les répartitions, tant bien que mal. Moi je suis pas trop à l'aise de taper sur le Burida parce que c'est un peu un fourre-tout, je sais pas comment ça fonctionne. Là, il y a des répartitions, il y en a qui sont lésés, il y en a à qui on donne, il y en a, bon, on ne sait pas comment on va régler ça. C'est difficile pour nous, comme j'ai dit, d'être en même temps sur la scène et puis de régler les problèmes administratifs et voilà, financiers et tout ça. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ta question, elle est intéressante. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, il n'y a que des acteurs. Il n'y a pas d'artistes. Quand je dis il n'y a pas d'artistes, pour ceux qui vont suivre cette émission-là, ils vont penser aux chanteurs. Hein? Il y a une grosse méconnaissance de ce mot. Hein? Souvent, il y a des journalistes qui ont induit les gens en erreur. Vous allez voir un reportage, ils vont mettre artiste chanteur, et quand c'est un comédien, on met comédien ou bien acteur. Quand je parle d'artiste, je parle de l'acteur, du comédien. L'artiste, c'est aussi le céramiste, c'est aussi le potier, c'est tout, c'est l'écrivain, c'est le photographe, c'est tout le monde. On n'a que des acteurs, on n'a que des gens qui veulent tourner. On n'a pas d'artistes qui ont une certaine vision, qui veulent se battre. Je ne parle pas de Oli la machine, non. Qui doivent se battre, qui vont tout faire pour faire valoir leurs droits, comme je suis en train de le faire là. Qui ne vont pas forcément dire non, si je parle, on va me verrouiller. Arrêtez. Vlé a dit quelque chose spirituellement. Il y a des producteurs aujourd'hui qui se sont verrouillés eux-mêmes. On les connaît dans le milieu. On ne les voit plus. Toi-même, tu sais. Ils ont bouffé l'argent des gens. Ils ont piqué les petites. Eux-mêmes, ils ont disparu. On ne les voit plus. Il y a un même là, même, il y a une chaîne de télé qui est en train de l'amener en prison. Tu dis, tu le connais. Quand tu l'amener en prison. Ça, on se comprend. C'est spirituel. Tous les malades vont partir comme ça. Donc, les acteurs ne veulent pas se battre. Les acteurs attendent que Kani Mahoula, excusez-moi le mot, avec quelques camarades connards comme lui, fasse un poste pour dire non, on en a marre. Et puis ils mettent j'aime, ouais, le vieux, tiens fort, vas-y. Non. Ils ne veulent pas s'afficher. Mais ils ont peut-être peur d'être blacklistés. Mais si tu as peur, ta liberté, il faut que tu l'arraches. Ça s'arrache, la liberté. On ne vient pas te la donner. Oui, alors, Réal, est-ce que vous avez un combat similaire? Vous avez des actions identiques à mener? C'est difficile d'aller prêcher aux autres productions un code de bonne conduite. C'est clair qu'on a des associations de producteurs où on se parle, où on se dit qu'il est important que tout le monde dans le milieu puisse être rémunéré à sa juste valeur. Ça, c'est sûr, on se le dit entre nous. Mais après, on fait difficilement le gendarme dans la maison de production des autres. Nous, on essaie tant bien que mal de... Ce qu'il ne dit pas, on a toujours dit, l'une des solutions, pour moi, la solution, même on est en Côte d'Ivoire, on n'est pas dans un autre pays. Vous avez des chaînes comme Canal, à plus en bas, et toutes les chaînes NCI et tout ça, on avait Live TV, RTI 1, 2 et tout. Les producteurs ivoiriens se mettent ensemble et ils disent, le montant que vous nous donnez là, pour les films, les feuilletons, les séries là, ce n'est pas suffisant pour qu'on paye de façon valeureuse nos acteurs principaux, secondaires et tout. Si vous ne voulez pas, vous fermez boutique.
Ils n'ont qu'à nous faire le rapport pour dire « Ah, on a demandé tel montant pour vous, les gens ne veulent pas. » On ne tourne plus en Côte d'Ivoire. Vous savez, nous, on n'aime pas la violence. Mais celui qui n'aime pas la violence, c'est pas dit qu'il n'est pas violent. C'est peut-être parce qu'il est violent qu'il sait ce que c'est que la violence. Il n'aime pas. C'est pas bon la violence. Et là, tu vois, ça n'arrange même personne qu'on fasse des palabres pour ça. Ça va remonter à la ministre, ça va remonter chez le président. On est en temps de paix là. Mais malheureusement, ce qu'il ne dit pas, c'est que quand ils décident, les producteurs, il ne dira pas non. Quand les producteurs décident de dire aujourd'hui on va voir telle chaîne pour discuter, il y a un toujours, Bossourou, qui passe derrière, la hyène, qui passe derrière pour dire mais tiens. C'est ça le problème, c'est dans ça qu'on est. C'est ça en fait. Merci encore pour ces pertinentes informations. Alors, je me tourne vers mes dames et je vais poser ma fameuse question. Le droit de cuissage. Oui, il faut que vous puissiez nous répondre parce que ça peut être aussi un frein. Tant en tant qu'acteur, en tant que formateur, coach, et vous, en tant que producteur réel. Ah, le droit de cuissage, c'est la pire des choses qu'on puisse faire. Tu la dragues. Elle ne veut pas, tu la laisses. Mais tu dis, ah, si tu acceptes le rôle, je te donne ça, je te donne ça. Non, tu vois, tu n'as pas fait cette proposition. Il y a ça. Mais non, il y a ce petit côté hypocrite de certaines filles. Quelqu'un va pas t'appeler à minuit 15 pour dire, oui, c'est par rapport au casting. Il y en a qui valent rien. Dedans, elles ne sont pas talentueuses. Rien. Tout ce qu'elles savent faire, elles sont bimbo. Tu vois? Un petit tout. Donc, elles viennent avec ça. Elles viennent avec ça. Et c'est ce que tu dégages. Et je n'excuse pas certaines personnes qui font ça. Mais quand tu donnes l'information une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ils pensent que toutes les filles sont pareilles. Non. Une femme, ça se courtise. À côté de ça, tu lui fais pas la proposition. Non, pas du tout. Voilà. Alors moi, mon passé, bon, c'est vrai que je continue à tourner, mais mon passé d'acteur fait que je respecte de façon profonde les acteurs. Parce que moi-même, je suis acteur. Donc, ça fait partie des pratiques qu'on bannit directement à l'Ulugrace Production. C'est pas, je veux dire, il n'y a pas d'échange de ce genre à faire. La seule chose qui vaut la peine d'être échangée, c'est le talent. Vous êtes talentueuse, vous jouez. Vous n'êtes pas talentueuse, même si vous êtes Miss Monde et que vous faites toutes les avances du monde, mais vous ne jouez pas parce que vous n'êtes pas talentueuse. C'est ça en fait. Nous, on met d'abord le talent en avant. On a reçu 10 000 photos de 10 000 personnes dans ce pays parce que ces personnes-là voulaient jouer. On vous demande des photos pour pouvoir constituer un dossier de casting. Vous envoyez des photos où vous êtes pratiquement nu. Comment est-ce qu'on constitue un dossier de casting avec ça? Donc on connaît vos intentions et ces personnes-là sont directement bloquées. Parce que demain, c'est ces mêmes personnes-là qui diront « Ah oui, pour pouvoir avoir le rôle, j'ai dû envoyer telle photo. » Nous les bloquons directement. Et c'est une pratique qui ne doit pas avoir lieu dans le milieu. Une personne peut commencer à tourner et puis après, vous avez des accointances. Voilà, vous êtes célibataire, vous vous plaisez, et puis vous avez une relation durable qui aboutit à des enfants. Gloire à Dieu. Mais sortir avec une fille ou avec un homme ne doit pas être la condition sine qua non pour pouvoir recruter un acteur. Non, et non, et non. En tout cas, merci beaucoup. Vous aviez une préoccupation concernant... Oui. Est-ce que le souci, le fait que une chaîne télé ne donne pas assez de fonds, le problème ne vient pas de l'État dans ce cas? Parce qu'il y a des chaînes qui sont privées, il y a des chaînes qui sont publiques, il y a des chaînes qui payent des redevances, on sait ça très bien, je n'ai pas envie d'énumérer. Mais est-ce que c'est parce que ces chaînes-là n'ont pas assez de fonds suffisamment pour investir ça? Je parle de nos chaînes au niveau de la localité de la Côte d'Ivoire. Déjà, je ne vais pas te défendre. Alors, moi, je décortique. Ce n'est pas parce que je suis à Live TV, je le dis. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ce n'est pas même parce que je suis ici. Je dis, Live TV ne peut pas se comparer aux autres chaînes. La RTI reçoit les redevances. La RTI même nous doit. La RTI reçoit des redevances, des factures et tout ça. On ne sait pas où l'argent là va. Avec les films que la RTI nous présente là, il y a un problème. Et Live TV, je pense que M. Saoignan, il se finance. Il produit. Je ne sais pas s'il vend. Je ne sais pas à qui il vend. Mais Canal, honnêtement, c'est les Toubabou. Ils ont le jet. Faut pas, on va tourner autour du pot. Ils ont tout le bif. Ils ont l'argent.
Maintenant, ce qui pourrait arranger les choses, on n'est pas dans le secret des dieux, c'est déjà de s'asseoir. Mais c'est déjà de reconnaître que le corps chauffe. Et qu'on va prendre un thermomètre pour voir la température. Mais si on ne reconnaît même pas que le corps chauffe, quand on met la main sur le front et puis ça brûle, et puis on dit non, c'est ça le problème. Il faut reconnaître qu'il y a problème. De s'asseoir et puis de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Vous avez parlé de l'office et quand il y a ce genre de problème-là, normalement l'office, ils doivent réagir ou c'est nous qui devons les informer de ce qu'il y a? On a tellement alerté l'office. Moi, je me suis dit qu'ils ont les mains liées. Nous, comme je l'ai dit dernièrement, on allait tourner au plateau, les producteurs ont payé, les gens de la mairie, de la police municipale sont arrivés. Moi, je vous dis la vérité, j'étais en haut, là, je suis descendu, c'était pour en découdre, honnêtement. Et j'étais mal à l'aise parce que j'ai croisé un des agents, un des admirateurs. Ah, je vous aime bien, j'ai dit, toi, moi, il n'est pas trop causé, toi. L'Office national du cinéma, ils nous ont dit qu'on aurait dû les appeler pour leur dire que non. Je dis, non, on ne vous appelle pas. Quand tu vas à l'aéroport, que tu présentes ton passeport et ton visa, on appelle qui? Ben, tu passes. Quand on fait un contrôle, que tu présentes ta carte nationale d'identité, on n'appelle personne. Normalement, quand tu présentes le papier de l'Office national du cinéma, tutelle du ministère de direction de la culture, du ministère de la culture de Côte d'Ivoire, reconnu par les institutions ivoiriennes, tu tournes partout où tu vas. Tu tournes. Il faut qu'on nous responsabilise. Je pense qu'il y a une grosse méconnaissance de notre métier et un peu d'hypocrisie. Quand tu dis par exemple, vous avez l'autorisation de tourner ici, cinéma, il faut nous bouillant. Parce que c'est frustrant de tourner dans son pays et qu'on te dise que tu ne peux pas tourner ici. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. On n'est pas des brigands. C'est avec ça qu'on vit. Il faut nous laisser tourner, il faut nous laisser travailler. Merci beaucoup. Il faut nous bonian, il faut nous mettre en valeur pour que l'ensemble de nos téléspectateurs puissent comprendre. Je pense qu'il y avait une dernière préoccupation que Prisca voulait évoquer avant de passer à la prochaine étape. Alors, M. Franck Bey, il y a l'INSAC et il y a M. Maoula à côté qui est à la fois formateur et coach. Et je ne pense pas qu'on est formateur et coach quand on n'a pas au moins en son sein 2 à 3 personnes qu'on forme. Donc, est-ce que par moment, on va dire exceptionnellement, est-ce que tu te tournes vers ce genre de personnes-là pour qu'au moins ils se sentent dans la chose? Absolument, ces personnes-là sont vues. Je me rappelle que parfois, Kanem me passe un coup de fil, il dit « Ah, j'ai un petit là, teste-le ». Il ne dit même pas « Prends-le ». Il dit « Teste-le, je pense qu'il a quelque chose hein, ». Donc, si tu as un rôle qui va dans son profil, teste-le. C'est avec plaisir que je le fais parce que je sais qu'à la base, il a reçu une bonne formation et c'est quelqu'un qui ne va pas me fatiguer sur le plateau. L'INSAC, on est pratiquement partenaire. Il y a beaucoup d'élèves de l'INSAC qui tournent dans mes séries. Hollywood Academy et d'autres écoles de formation. On est partenaire. Moi, tant que l'acteur arrive à correctement camper son rôle, moi ça va. Parce que vis-à-vis du téléspectateur, je ne vais pas faire un article pour dire soyez indulgents vis-à-vis de celui-là. Il vient de commencer à tourner, il vient de telle école de formation. Vraiment, c'est pas ma faute s'il a mal joué. Non, quand l'acteur ne tient pas bien son rôle, mais je suis à 100% responsable. Et je ne veux même pas qu'on blâme l'acteur. C'est moi qui l'ai casté, c'est moi qui lui ai donné le rôle, c'est à moi d'être blâmé. Vous voyez? Donc c'est des responsabilités quand l'acteur n'arrive pas à entrer dans son rôle. Donc on fait attention à qui on met. Pour la petite histoire, j'avais une session de formation aux 2 plateaux et les élèves ils étaient en train de répéter à la pause. Je pense qu'ils copiaient, ils se fiaient à une vidéo. Qui devaient répliquer et tout ça, reprendre la scène de la vidéo. Et je leur ai demandé c'est quoi. Ils disent non, c'est un casting pour les coups de la vie. J'ai dit, en parlez-moi. Donc je leur ai dit, je sais ce qu'ils veulent. Pratiquement et tous, je les ai mis en scène, ils ont fait leur vidéo, ils ont été acceptés sans que je lui dise, ce sont mes gars. Et quand ils ont été acceptés, j'ai dit, mais j'ai mes élèves qui sont allés chez toi. Il dit, tu m'as pas dit. J'ai dit, si je te disais peut-être par complaisance. Moi, je n'aime pas la complaisance. Ils ont été acceptés. Après, si tu vois, moi, ça ferait bénéfice, hein, qu'on approche les écoles, Alexis Donzigré l'a fait quand il voulait, mais on a participé au casting. Si on approche les écoles exclusivement, peut-être que les autres n'auront pas de chance, alors qu'il peut y avoir des talents chez des gens qui n'ont pas suivi de formation. Les gens diraient encore que c'est du favoritisme. C'est pour ça que quand il y a un casting, que tout le monde vienne. Tout le monde, tu viens d'une école, ben tu viens. S'il y a ce truc-là, ben ça passe. J'aimerais compléter ce que Prisca a dit, parce que j'ai remarqué qu'il y a des réalisateurs qui travaillent avec des influenceurs.
comme le film de O.L. Brown, ou bien certains influenceurs font des coups de vidéo de comédie, en fait. On a le comédien Ange Freddy ou Diana Boli. Que pensez-vous de tout ça? Ah non, pour le business, mais c'est bon. Ah non, 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 moi-même... Parce que là, on peut dire que c'est des nouveaux visages Alors, aussi. moi, je regarde sur la toile. Déjà, moi, il y a ce côté business, mais il y a le côté moral. Il y a quelqu'un qui, de ses vidéos, de son contenu de... comment vous appelez ça, là? Son contenu, voilà, ces éléments qu'il promulgue et tout ça. Il n'y a qu'on n'est pas dans ce qui va amener la jeunesse à la dérive. Moi, je sais que tu es aimé par des gens. Si tu n'as pas l'étoffe d'être un acteur, il y a ce temps de coaching-là. Les gens vont venir te voir. Pour le côté business, ça passe. Le cinéma, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui... C'est pour Didier Drogba qui veut être acteur. Si moi, je mets Didier Drogba à l'affiche, tu viens ou pas? Tu es curieux de voir? Je mets Didier Drogba à Salfo. Les gens viennent voir. Mais au préalable, il y a un temps de coaching par rapport au personnage. Ben ouais. Et partout dans le monde, hein, c'est vendeur. C'est vendeur de mettre quelqu'un qui a 2 millions, 3 millions, 4 millions d'abonnés. Ces 4 millions d'abonnés, là, je vous assure qu'il y a beaucoup qui vont venir en salle. Rien que pour voir la performance de l'acteur. Et vous, en tant que réalisateur, en tant que coach d'acteur, vous leur donnez les rudiments nécessaires pour qu'il ne soit pas ridicule à l'écran. Voilà. Est-ce que vous avez des acteurs phares? Parce que si je veux prendre l'exemple de Tyler Perry comme ça, il aime bien travailler avec Taraji P. Henson. Il y a ces réalisateurs-là qui ont un acteur phare, ou 2, ou 3, ou actrices. Est-ce que toi, tu en as? Oh, ouais, on va dire, parce qu'il y en a qui se répètent dans mes productions. Vous allez prendre le doyen Fortuné. Je trouve qu'il a beaucoup de talent et il est pratiquement dans toutes mes productions. Voilà, donc des gens comme ça, ça fait plaisir que je le distribue. Et puis en plus, il me rend bien ce que je lui demande de faire. Donc après, voilà. Donc il y a des acteurs avec qui je prends beaucoup de plaisir à tourner et puis on continue. Et au niveau de la rotation, les équipes techniques, parce que dans les histoires des coups de la vie, différentes histoires, généralement, différentes réalisations, différents réalisateurs et tout. Est-ce qu'il y a on va dire, il y a une réalisation qui vous a particulièrement touché, vous envisagez dans les 3 longs métrages que vous êtes en train de préparer, de travailler avec? Déjà pour les séries que je fais, je prends d'autres réalisateurs avec moi. Que ce soit sur les coups de la vie, Buzz, c'était très cool, donc j'ai fait seul. Les Nounous, vous avez vu que j'ai pris d'autres réalisateurs avec moi. La série que je fais actuellement, il y a Jean-Jules Porquet que j'ai détecté dans les coups de la vie, par exemple, que j'ai pris avec moi, donc qui est aussi réalisateur, donc il fait un certain nombre d'épisodes, et moi également un certain nombre d'épisodes. J'aime ça. J'aime cette mutualisation-là. Et voilà, donc s'il y a le doigté de quelqu'un qui me touche, avec beaucoup de plaisir, on va ensemble. Moi, je voulais rebondir là-dessus. C'est un message pour les réalisateurs à qui VLI permet de tourner des histoires, des coups de la vie. Ah, il pourrait dire, attends, je fais ça moi seul, je suis égoïste. Si vous sentez qu'au niveau du coaching d'acteur, vous êtes limite, approchez les gens. Parce que et ça, en même temps, il est là, c'est un conseil pour ne pas que ça mette la petite tache noire là sur les coups de la vie, qui pour moi est notre bébé. Tu as des histoires que tu vois le coaching de certains réalisateurs. Ils sont réalisateurs techniques, mais pas artistiques. Il faut approcher des gens. J'ai posé cette question à cause de M. Maola, parce qu'il avait fait un post dont Prisca a critiqué la dernière fois, en disant que pour les phrases de Binto, oui, concernant l'actrice principale, la rumeur que vous n'étiez pas trop d'accord. Après, on ne va pas en faire un débat. Je pense qu'on s'est compris. Il faut qu'on se comprenne. Pour moi, c'est pratiquement un biopic, les phrases des Binto. Tout le monde rêve. Pour moi, c'est un patrimoine. Moi, je suis patriote. Je ne suis pas xénophobe. Non, astaghfirullah. Je suis musulman. Il faut qu'on s'aime les uns et les autres. Mais honnêtement, il faut qu'on soit franc. Vous ne prendrez pas une si longue lettre de Mariam Abba au Sénégal et puis prendre une actrice ivoirienne. Ça ne suffira pas. Il y a beaucoup d'actrices au Sénégal. Et en plus, même la phrase de Binto, l'oncle de Monique, il est burkinabé, il n'est pas sénégalais. Donc tu travestis l'histoire. Dans 50 ans, tu racontes quoi aux enfants? Que c'est ça, c'est tripatouillé, c'est ça mon inquiétude en fait. Sinon, à part ça,
Non, voilà. Alors, en termes de défis pour vous, vous pensez que l'authenticité de la narrative est importante? Alors, en termes de défis, moi, je conseillerais à nos réalisateurs de raconter des histoires avec nos ingrédients. Souvent, on a l'impression qu'on fait la promotion de la Côte d'Ivoire parce qu'on tourne en Côte d'Ivoire. Non, il faut mettre un point sur des éléments. Je prends exemple sur les... Moi, je suis très fasciné par le cinéma américain, mais on reproduit le style américain avec des ingrédients ivoiriens. C'est ce qu'on est en train de faire dans ce long métrage. Si vous remarquez, c'est Korogo. Hein? Séguéla aussi. Séguéla. Donc vous allez voir que l'inspecteur que je suis, j'ai fait la proposition au réalisateur. L'inspecteur que je suis, pratiquement tous les pulls que je porte, c'est des villes de Côte d'Ivoire. Et quand on va dans un restaurant, c'est Guaguassou, Niamankoudi. C'est vraiment comme ça qu'on fait la promotion du pays. Déjà, on peut commencer par les langues. 30%, dans ce long métrage, on parle langue, on parle sénoufo, on parle baoulé. On a un inspecteur qui parle baoulé. On peut commencer par 10% de langue, 30% de langue, et puis ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va se positionner. Je vais finir avec ça. Quand vous regardez un film américain, quand on va dans la mafia russe, on parle russe. Quand on va dans la mafia italienne, ils vont parler italien. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il serait intéressant d'avoir une plateforme, en parlant d'authenticité et de préférences locales, qui soit donc mise en avant par des promoteurs, producteurs locaux? Quel est votre avis sur la question? En termes de défis, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui d'aller vers ce type de plateforme? Moi, mon souhait, c'est qu'on ait quelqu'un qui n'est pas du milieu, mais qui a le ciboulot développé et qui vienne faire notre business. Vous avez ces gens-là. Moi, je l'appelle un manager général. Un manager général qui vient dans le milieu et qui dit tac, 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 on fait ça. Bim de chez bim. Parce que nous, on va essayer de le mettre en place. On a souvent trop d'ego et trop d'orgueil. Ça va venir de qui? Pourquoi c'est lui qui a fait en premier? Pourquoi c'est lui qui en fait en premier? Non, je ne donne pas mes films parce que c'est lui. Non, non, non. C'est pour ça que ça traîne, ça glisse. Réal, vous êtes issu des finances, du milieu des finances. Je suppose que vous avez roulé votre boss dans ce domaine. Ce qu'il est en train de dire, est-ce à dire aujourd'hui que des compétences extérieures pourraient venir avec cette réalité d'expérience, apporter quelque chose de nouveau, en termes de défis toujours? Oui, absolument. Une plateforme privée peut se créer. Et à partir de ce moment-là, personne ne dirait il y a tel programme qui est mis plus en avant qu'un autre. C'est un indépendant. Parce que qu'est-ce qui fait aujourd'hui la célébrité des grosses plateformes comme Netflix? Donc, en plus de tout ce qui est déjà sorti partout qui est là, ils financent pour avoir des exclusivités. Donc, vous avez par exemple les films de Tyler Perry dont l'exclusivité est réservée à Netflix. Donc, ça passe d'abord sur Netflix avant de passer ailleurs. Imaginez un très gros long métrage ivoirien qui n'est pas visible en salle. Et pour le voir, il faut forcément aller sur une plateforme privée. Payante. Mais je vous assure que des gens vont aller. Il faut donc qu'il y ait des businessmen qui y croient et qui se disent « Ok, c'est possible de le faire. Mais c'est possible de le faire. Je ne veux pas seulement prendre tout ce que Désiré Icaré a fait, tout ce que tous les anciens ont fait pour seulement déposer. Non, en plus de ça, je produis. » Et si toutes les plateformes africaines n'ont pas décollé, c'est justement pour ça. Parce que personne n'investit pour produire. Ils prennent ce qui est déjà passé et repassé. Donc, c'est du réchauffé. J'ai quoi? Donc pourquoi je dois courir pour aller m'abonner à une chaîne qui me montre 90% des choses que j'ai déjà vues? Ça n'en vaut pas la peine. On vient de faire un tour assez large des réalités du domaine de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Ce qui est clair, c'est que pour s'imposer, il faut s'adapter. Il faut parfois même créer ses propres règles, sa propre industrie. On va aborder rapidement, et on a déjà commencé à en parler, des solutions. Quelles sont les solutions concrètes pour vous qu'il faut apporter face aux freins et aux problèmes qu'on a cités? Je vais commencer par Maoula, si vous permettez. Ouais, pour moi, je l'ai dit, là, comme ça, tu vois, chaud, tu n'énumérais pas des points. C'est d'accepter, de s'asseoir et puis de dire, est-ce qu'il y a un problème? Si oui, c'est quoi le problème? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est chacun qui apporterait ses idées. C'est pas, je pense, hein, Dieu inspire tout le monde. Mais nous, on n'arrive pas à se mettre ensemble pour parler de nos réalités. Pour moi, ce serait ça déjà l'une des solutions. C'est qu'à chaque année, à chaque festival, on se dise
Et où est-ce qu'on a avancé? Sur quel point on a avancé? Au bout de 5 ans, avec la volonté, si on veut en fait, on a résolu pratiquement les problèmes. Voilà. C'est déjà de s'asseoir et puis d'en parler. Pour moi, c'est déjà ça. On va régler les problèmes. D'accord, donc ce que je retiens, M. Maoula propose des assises du cinéma et de l'audiovisuel. Et vous? Alors moi, je souhaite de tout mon cœur qu'on puisse adopter un jour un régime pour les intermittents de spectacle, un peu comme en France, où quand vous avez tourné un certain nombre d'heures dans l'année, tous les autres mois où vous ne tournez pas, il y a quelque chose, il y a une base qui vous est reversée. Ça fera que l'acteur, en tout cas le cinéaste, il sera plus dépendant de tout. Parce que vous savez, quelqu'un qui a faim ne calcule pas beaucoup. Donc, parfois, il se fait exploiter, parfois, il fait des choses qu'il n'a pas envie de faire parce qu'il est vulnérable. Si on arrive à avoir ce statut-là, un peu comme en France, en Côte d'Ivoire, où quand vous avez accompli un certain nombre d'heures de tournage dans l'année, tout le reste de l'année, même quand vous ne tournez pas, vous percevez quelque chose chaque fin du mois. Si on arrive à ça, ce métier-là sera moins mal vu. Mon rêve, c'est que on ne dise plus à un enfant parce qu'il a dit je veux faire du cinéma, mais qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? Qu'on nous considère comme un métier à part entière et qu'on ne demande pas, ok, d'accord, hein, tu aimes le cinéma, mais à part le cinéma là, tu fais quoi d'autre dans la vie? Il y a rien de plus insistant que ça, parce qu'on ne dit pas après au médecin, à part la médecine, là, tu fais quoi d'autre dans la vie? Il faut que l'État pense à mettre ça en place. Mais déjà, on parle de l'office qui est plus ou moins paralysé. Parce que quand il n'arrive pas à agir, donc je ne sais pas comment le gouvernement va faire quelque chose que ces dépositaires n'arrivent pas à faire. Ça prendra du temps. Parce que chacun a son agenda, chacun a son calendrier interne. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Mais on va se résoudre un matin à constater que si on ne s'arrête pas pour faire des assises, pour tout redéfinir, pour avoir des barèmes vrais et réalisables pour le métier, on ne va pas s'en sortir. Parce que voilà, c'est à la tête du client aujourd'hui. Et ce n'est pas normal pour un métier qui se veut sérieux. Moi, ce qui est intéressant, il faut qu'on comprenne que c'est notre travail. Alors, il ne le dira pas. Il est diplômé, mais il décide de faire du cinéma. Ce n'est pas pour forcément chercher l'argent. Il aime la chose. L'argent n'est lié à aucune activité. Moi, je le dis. On fait parce qu'on l'aime, mais il faut qu'on en vive. D'accord? On travaille dans l'informel. Ça, il faut qu'on soit clair. Nous, on travaille dans l'informel. On n'est pas reconnu. C'est pour ça qu'il y a cette petite gêne, cette petite frustration de mais on travaille. Et c'est pourquoi je parle d'hypocrisie. C'est quand à beaucoup d'événements, on nous croise. Oh, mais on aime ce que tu fais, lui là. Mais après, pour avoir des autorisations pour tourner dans des endroits, c'est galère. À ta question, il y a des producteurs qui s'y sont mis. Moi, il y a Nakam et Niamke qui m'ont contacté un moment. Ils m'ont dit, ah, Maoula, on veut finalement régler un peu cette histoire de guéguerre entre producteurs et acteurs. Moi, j'ai trouvé ça louable. On n'a pas vraiment le temps de s'asseoir. Mais comme il le dit, ça se fait. Les gens le font, mais ils ont leur activité aussi. Voilà, il faut que beaucoup acceptent de le faire. Il faut que nos producteurs veuillent faire des acteurs ivoiriens des stars. Il ne faut pas que ce soit juste dans la bouche. Qu'on se dise en tant qu'humain, mon amour pour moi. Et puis, pour moi, c'est spirituel. Ton nom, que tu dises que c'est grâce à nous que des acteurs ivoiriens, demain, tu vois, autant ils sont cités par notoriété, par leur talent, autant par leur statut de vie et tout ça, financière et tout ça, ça va. Il faut que ça passe par ça. Moi, j'aimerais revenir sur une question. Je sais que Maoula a évoqué, mais de façon bref. Qu'est-ce qu'il pense réellement du Burida? Le Burida. Le Burida, on prend ce qu'on nous donne. On prend ce qu'on nous donne. Ce serait intéressant de vraiment faire tout un bon calcul là-bas. Je sais qu'il y a des personnes qui sont là-bas qui se battent pour que les acteurs aient des répartitions à un certain niveau et tout ça. Mais il y a un point sur lequel que je voulais signifier, c'est l'assurance. Il y a une assurance au sein du Burida.
Alors, si ce que je vais dire est faux, je m'en excuse. Je pense que l'État prend sur lui la différence. Il y a une assurance. Moi, on m'a couru après même. Le gars m'a dit, ah, Kane, tu n'as pas dit que dans ton argent, il n'y a pas 200 000 francs. Je pense qu'avec 200 000 francs, vous êtes assuré à 100%. Auscultation, hospitalisation, tout, et dans des cliniques chic. Ça, c'est vraiment pour tous les acteurs. Hein? Souvent, on a un jeton, allez, ça évite un peu certains SOS et tout. Vraiment, j'exhorte tout le monde. L'État fait quelque chose de très intéressant au niveau du Burida. Allez pour l'assurance, allez prendre les renseignements. Et puis, voilà, ce serait bénéfique. On ne sait pas à quel moment on n'a pas lu et à quel moment on a SIDA. Réal, un mot sur le Burida. Le vrai problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui déclare au Burida. Ça, c'est un problème. C'est vrai que c'est fastidieux. Je vous assure que la pile de documents que vous devez remplir, surtout quand vous faites des longues séries, c'est vraiment énorme. Mais si vous ne déclarez pas tous ceux qui ont travaillé sur le projet au Burida, bah derrière, vous les privez de droits. Donc, ça va jusque-là, en fait. Tous les acteurs principaux qui travaillent, ils ont, même si ce n'est pas beaucoup, il y a quelque chose qui leur est reversé. Il y a quelque chose qui est reversé aux scénaristes. Il y a quelque chose qui est reversé aux gens qui ont fait la musique. Il y a quelque chose qui est reversé aux réalisateurs. Il y a une plateforme digitale qui avait commencé à se mettre en place sur le site du Burida. Est-ce que ça portait ses fruits? C'est facile pour déclarer? C'est pas fini, mais voilà, on continue à déclarer de façon manuelle. Mais je veux dire, c'est un ensemble. Parce que même dans le contrat que vous donnez à l'acteur, vous dites à l'intérieur qu'il sera déclaré au Burida. Donc c'est un ensemble en fait. Et c'est toutes ces petites entrées-là qui au final font quelque chose dans l'assiette. Il faut que les acteurs aussi aient au moins leur carte de Burida. Donc ça, c'est un appel que je lance. C'est vrai, les répartitions, même si les sommes ne sont pas... C'est pas énorme, mais quand tu reçois quelque chose, tu te dis... Ah, je suis quand même au sein de quelque chose. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment structuré, mais j'existe, quoi. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode de Red Carpet. Je vais inviter tout le monde à me rejoindre sur le tapis rouge pour pouvoir conclure ensemble cette belle émission qui a été distillée sans tabou. Mais on a parlé des freins, on a parlé des défis. Et on a parlé des perspectives de solutions pour l'industrie du cinéma. Un grand merci à nos invités pour leur partage sans filtre. Maoula Kane, Franck Behi, merci à mes chroniqueuses. Retrouvez-nous chaque jeudi en 15 sur Live TV dans, ensemble on le dit, Red Carpet. Merci.